Bonjour à tous, bonjour Olivier Klein. Bonjour. Vous êtes le ministre chargé de la ville et du logement depuis 4 mois et vous faites indirectement aujourd'hui la une de la Provence avec cette réponse de l'État, de vous en l'occurrence, concernant l'encadrement des loyers à Marseille. L'État dit oui, donc c'est la une de la Provence. On y revient dans un instant. Il n'y a pas plus concernant aujourd'hui pour tous nos concitoyens que les problématiques du logement, le marché de l'immobilier qui se tend, l'accession à la propriété de plus en plus difficile avec des taux qui grimpent, évidemment les problèmes de consommation d'énergie dans les logements, l'entretien, la rénovation, on va parler de tout ça, mais donc on commence par l'encadrement des loyers avec Florent Provençal, chef du service politique de la Provence. Bonjour Florent, qui vous pose la première question. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Vous êtes venu hier à Marseille clôturer les états généraux du logement. Pouvez-vous expliquer pourquoi les loyers sont désormais encadrés à Marseille? À quoi ça sert? Alors, on lance une démarche d'étude. Il y a eu une demande de la métropole et de la ville de Marseille d'encadrement du loyer. Il y avait une première expérience dans un certain nombre de villes françaises. Il y avait la possibilité pour d'autres villes de se porter candidates avant la fin du mois de novembre. Marseille et la métropole se sont portés candidats. Donc il doit y avoir tout un travail préalable qui sera regardé avec bienveillance parce que je crois que l'encadrement des loyers parmi d'autres mesures est une bonne mesure pour permettre à plus de nos concitoyens et en l'occurrence à plus d'habitants de la métropole de Marseille de trouver un logement, parce que si on ne fait rien, eh bien c'est toujours pareil, surtout dans des périodes où le nombre de logements sont bas, eh bien il y a un affolement des prix et donc les prix grimpent et les plus modestes n'ont plus de capacité à trouver un logement. Donc encadrer les loyers, je crois, à cette demande de la ville de Marseille, elle va être étudiée. Elle doit être étudiée juridiquement de manière très fine, parce que les propriétaires pourraient s'opposer à cet encadrement. Donc il faut définir le cadre. C'est le temps qui commence maintenant, mais il commence avec une volonté d'aboutir, parce que je crois que cette mesure est bonne pour Marseille, comme elle est bonne pour d'autres grandes métropoles. Encadrement des loyers, monsieur le ministre, on comprend ce que ça veut dire, mais concrètement, ça va se passer comment, dans la pratique, entre la relation entre le propriétaire et le locataire? Comment ça se régule tout ça? Alors après d'une métropole à l'autre, les situations sont différentes. Donc il va y avoir un travail préparatoire qui va dire quel est le niveau de loyer acceptable et plafond pour la métropole marseillaise. Et donc en fonction des surfaces, en fonction des lieux dans la ville, etc. C'est pas un plafond qui est le même partout. Et c'est ce travail qui doit être mené pour dire voilà quel sera l'encadrement. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a un travail préparatoire qui va définir ce cadre juridique, parce que vraiment, je le répète, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que les propriétaires qui se sentiraient lésés par ce plafond pourraient se retourner contre l'État et l'État viendrait compenser l'écart entre le prix plafond et l'encadrement. Donc ça demande un gros travail, mais que l'on va mener, comme on va le mener pour d'autres villes probablement qui auront fait cette demande et qui auront cette volonté d'encadrement. Vous pensez que ça peut s'appliquer quand? C'est quoi les délais? Il y a déjà une vingtaine de villes en France qui pratiquent l'encadrement des loyers, dont Paris. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien de temps il faudra pour instruire le dossier des différentes villes qui se sont portées candidates. Un nouveau wagon de ville. C'est un nouveau wagon de ville qui se sont portés candidates. Ça prendra un petit peu de temps pour instruire ces dossiers, mais la volonté du gouvernement, c'est de les instruire avec bienveillance, en tout cas pour celui de la ville de Marseille. Et ça fonctionne dans les villes où la mesure est déjà appliquée? Oui, ça fonctionne plutôt bien. À Paris, à Lille, je crois. À Paris, à Lille, à Bordeaux. Ouais, à Bordeaux. Donc vous voyez, des villes de droite, de gauche, toutes les hypothèses existent. Ça fonctionne plutôt bien si on arrive à en même temps produire du logement. Ça n'a pas de sens. Oui. Si on n'est pas dans une dynamique... Ce sont des villes où le marché est tendu. Donc la relation propriétaire-locataire est pas forcément à l'avantage du locataire. On ne va pas encadrer les loyers là où il y a beaucoup de vacances. Bien sûr. L'encadrement, c'est pour permettre au plus grand nombre de se loger. Bien évidemment, l'encadrement des loyers concerne l'habitat privé, mais dans le logement social, cette clause n'existe pas, bien évidemment. Alors vous êtes venu aussi pour le plan Marseille en grand, je crois, installer le comité de suivi sur le logement. Le président de la République avait promis la réhabilitation de 10 000 logements après le drame de la rue d'Aubagne. Vous en êtes où exactement aujourd'hui? Les programmes sur le logement sont des programmes qui se définissent sur le temps long. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est une forte volonté
de la métropole, de la ville, de mettre en œuvre les programmes tels qu'ils existent. Vous savez, il y a encore quelques mois, j'étais président de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. Je suis venu plusieurs fois à Marseille pour voir les quartiers. Et l'ANRU, par exemple, à Marseille, c'est 650 millions d'euros que les pouvoirs publics, l'État, vont investir. Donc, il y a à la fois des programmes dans les quartiers nord, le programme centre-ville, le programme sur l'habitat indigne, donc plus Marseille-en-Grand sur les écoles, Marseille-en-Grand sur les transports. Il y a une grande volonté politique du gouvernement, du président de la République, d'accompagner la deuxième ville de France, parce que c'est justice. Il y a des problèmes majeurs, mais il y a aussi une volonté politique partagée par le gouvernement, par la métropole, par la ville, d'aller vers le haut et de prendre à bras-le-corps tous ces problèmes. Mais il ne faut pas se mentir, ce sont des problèmes complexes, c'est des dizaines et des dizaines d'années de chantier, mais il faut aussi, et je crois que c'est important quand on fait du renouvellement urbain, quand on reconstruit la ville, il faut aussi donner à voir aux habitants de ces quartiers, leur montrer que c'est pas seulement dans 5-10 ans que ça ira mieux, il faut montrer qu'on s'occupe des écoles, il faut montrer que le transport est une priorité. On l'a vu, la SPLIN s'est portée acquéreur dans le quartier Hoche-Versailles. La SPLIN, c'est la société qui s'occupe de l'habitat insalubre. Et donc, s'est porté acquéreur d'un certain nombre d'immeubles insalubres. Et donc, les chantiers de rénovation vont pouvoir démarrer. Des gens ont déjà été relogés. Donc, il y a une dynamique forte. Il y a plusieurs dizaines de chantiers en rue qui sont en cours. J'irai en voir tout à l'heure. Il y a des écoles dont la réhabilitation a commencé. Donc, voilà, il y a cette dynamique. Et ça va assez vite. Le président de la République, il y a un an, avait dit... Ça ne va jamais assez vite quand on habite dans ces quartiers. Et ça ne va jamais assez vite parce que, pour une fois, j'oserais dire, c'est pas un problème d'argent. L'ANRU est là, on est prêt à dépenser, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Hein. C'est des programmes qui nous engagent sur le long terme. Donc il y a besoin de réflexion, il y a besoin d'appropriation de ces projets par les habitants. C'est pas toujours facile quand on est relogé. Il faut accepter le lieu du relogement. Il faut aussi, pour pouvoir accélérer ces dynamiques, que la production de logements soit plus grande, parce que si on veut que les opérations de démolition, reconstruction, les opérations de réhabilitation, ici, toutes les réhabilitations ne peuvent pas se faire en site occupé. Il y a beaucoup d'immeubles qui ne pourront pas être réhabilités si les gens continuent à habiter. Parfois, on peut le faire, mais ici, on le sait, notamment dans l'habitat le plus ancien, on est obligé de reloger les gens avant d'entamer la réhabilitation. Donc ça complexifie les choses, mais je crois vraiment, sous l'égide du préfet de région, du préfet à l'égalité des chances et l'ensemble des partenaires, la ville, la métropole, je crois à cette volonté. Donc moi, comme ministre, à la demande du président de la République et de la première ministre, eh bien, je viendrai régulièrement parce que ce projet est déterminant et je crois aussi qu'il peut être exemplaire. Parce que ce que l'on fait ici à Marseille doit aussi pouvoir nous inspirer pour d'autres territoires avec des fragilités qui y ressemblent. L'SPLIN, Habitat Insalubre, celle sur l'école, sont de bons outils. Moi, vous savez, il y a assez longtemps maintenant, j'étais venu faire un rapport sur l'état de l'école en France et j'avais commencé mon rapport par la ville de Marseille. Après les alertes notamment de Samia Ghali et je vois d'où on part et c'est vraiment une ville comme le président de la République auquel je suis très attaché et je pense qu'on a ici toutes les dynamiques pour être demain exemplaires. On revient au logement, monsieur le ministre. Vous parliez de la rénovation, il y a aussi la production de logements neufs, toujours à la peine dans la région, notamment en termes de logements sociaux. Comment est-ce que vous tentez de régler ce problème-là ? La problématique marseillaise, c'est une problématique nationale. Je pense qu'il ne faut pas penser qu'il y a un point noir à Marseille. Lundi, j'ai lancé le Conseil national de la refondation sur le logement. Le président de la République et la première ministre ont souhaité, alors que ce n'était pas prévu au début à Marcoussis, qu'il y ait un CNR logement. Parce que à Marcoussis, tout le monde a parlé du logement finalement, les partenaires sociaux, le MEDEF, les syndicats, les partis politiques. Parce que le logement, c'est la vie. On a tous besoin d'avoir un toit sur la tête, pour nous, pour nos enfants, pour nos parents. Et donc, la volonté qui est la nôtre, à Marseille, comme partout en France, c'est produire plus de logements pour loger le plus de Français possible, et donc le plus de Marseillais possible. Donc ça veut dire réfléchir aux freins. Quels sont les freins ? Les freins urbains, les freins économiques, les freins
idéologiques parfois, et même ceux des gens. On n'a pas toujours envie de voir un petit immeuble se développer à côté de chez soi. Il faut comprendre pourquoi. On ne peut pas en même temps aller voir son maire et dire comment on fait pour loger mes enfants et refuser de voir un petit immeuble se développer. Donc c'est tout ça qu'on va développer à travers le CNR Logement. C'est toutes ces questions qui se sont posées lors des états généraux du logement à Marseille avant-hier et hier. Et d'ailleurs, je trouve que la concordance des dates était extrêmement intéressante. Je l'ai dit dans mes conclusions. D'une certaine manière, vous avez fait le CNR de Marseille, et c'est tant mieux. Ça va nous aider à alimenter notre réflexion pour que à Marseille, comme partout dans notre pays, on construise plus de logements, on réfléchisse au bon endroit, on refasse la ville sur la ville. S'il y a un endroit où on va faire avec le déjà là, reconstruire la ville sur la ville, c'est bien à Marseille. Je me promenais encore hier soir dans la ville, on voit cette ville dont l'urbanisme est particulier, avec des endroits imbriqués, dont il faut respecter l'habitat ancien, même si parfois il est dégradé, il est extrêmement beau. Donc je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup à inventer sur le centre marseillais parce que on peut pas aujourd'hui faire la ville en oubliant la crise écologique, climatique que l'on traverse. Et c'est tout ça qu'il faut faire. On va y revenir, bien évidemment. Déjà 10 minutes d'entretien, on continue, Florent. Reconstruire la ville, la réhabiliter. Il y a un dispositif d'aide pour les grandes copropriétés en difficulté qui s'appelle Orcode In. Vous êtes favorable à ce qui s'applique à Marseille? Je crois que vous allez visiter une des grandes copropriétés là, en sortant du sud de la Provence. La copropriété, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Souvent, dans les fantasmes, on se dit tous les Français doivent être propriétaires ou copropriétaires. Moi, vous savez, je suis maire de Clichy-sous-Bois qui connaît les plus grandes copropriétés fragiles de France. Donc, j'ai à Clichy une ORCOD d'intérêt national. D'une certaine manière, l'ORCOD d'intérêt national a été inventée pour Grigny, pour Clichy, ces villes qui ont ces très grosses copropriétés dégradées. La question, elle est évidemment celle de l'outil. Il y en a des outils. L'ANA, l'État développe un certain nombre d'outils, des noms barbares, le POPAC, l'OPA, les plans de sauvegarde. Et parce qu'on voyait que ces outils étaient insuffisants, on a inventé dans la loi Allure un outil plus puissant qui s'appelle l'ORCOD. Et certaines ORCOD sont d'intérêt national. L'intérêt national, c'est ce qu'on faisait pour construire un port, un aéroport, donc c'est quelque chose de puissant. Donc on va évaluer, même si on la connaît, la situation d'un certain nombre de copropriétés marseillaises. Marseille est déjà dans le plan initiative copro. Marseille n'est pas oublié de l'État sur les questions des copropriétés, parce qu'on le sait, il y a des copropriétés extrêmement fragiles à Marseille. Et puis, il faudra... Et donc j'ai demandé au préfet cette évaluation pour trouver aujourd'hui le meilleur outil adapté à la copropriété, mais il ne faut pas penser que l'outil résout tout. Donc on va voir, et surtout, une ORCOD d'intérêt national doit trouver ses financements. Et donc c'est ce travail-là qui va démarrer maintenant, même si je sais que déjà beaucoup ont été faits pour réfléchir à ce que pourrait être une ORCOD à Marseille. On va évaluer, regarder. On ne va pas pouvoir faire une ORCOD sur la totalité du territoire marseillais, ça ne se fait pas non plus ailleurs. Et puis... Concrètement, ce dispositif, il permet quoi à ces grandes copropriétés en difficulté, comme Calisté, où vous allez vous rendre dans quelques minutes? Une copropriété, une des difficultés, vous savez comment ça marche, quand on est copropriétaire, on paye ses charges, on fait tourner la copro. Aujourd'hui, souvent, ces copropriétés ont d'abord peu de propriétaires occupants. Dans une copro, on est propriétaire occupant, propriétaire bailleur. Une copro dégradée, un des signaux, c'est peu de copropriétaires occupants. Ensuite, des dettes de charges extrêmement importantes. Une gestion défectueuse. Problème d'ascenseur, problème de chauffage, espace extérieur dégradé, etc. Et donc... Et souvent sous administration judiciaire. Et on sait que l'administration judiciaire, c'est extrêmement difficile. On ne redresse pas une copro comme on redresse une entreprise. Et donc, un des outils, c'est que les pouvoirs publics, d'une certaine manière, se portent acquéreurs des logements. Okay. C'est une des forces des ORCOD, c'est de donner à un porteur cette capacité de faire de l'acquisition de logements. D'abord parce qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui paye ses charges, donc qui rapporte de l'argent à la copropriété, donc ça améliore la gestion. Et puis ça permet, même si dans les plans de sauvegarde c'est possible aussi, de lancer des travaux d'urgence, des travaux de mise en sécurité, avec un niveau de subvention, notamment de l'ANA, plus important. Mais
Ça ne règle pas tout, parce que même pendant une ORCOD, une copropriété reste une copropriété, avec ses outils de gestion qui ne sont pas les plus simples du monde. C'est aussi ça sur lequel moi je veux insister, c'est qu'on doit en même temps réfléchir à ce qu'est une copropriété, notamment une copropriété fragile. Avec quelques maires, on est des espèces d'experts de la copropriété, parce qu'on y travaille depuis des années. Et donc, tout ça est aussi utile, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais un des enjeux, c'est la rénovation thermique des bâtiments. On va y revenir. Oui, tout à fait. On y revient en fin d'entretien. Une nouvelle question, Florent. Oui, vous avez rencontré Benoît Payan hier. Le maire de Marseille réclame depuis longtemps la pénalisation des marchands de sommeil. Vous êtes plutôt défavorable. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Ah non, je suis très favorable. Ah oui, bien sûr. D'abord, les marchands de sommeil sont pénalisés. Aujourd'hui, il y a un cadre juridique. Marchand de sommeil. Ils demandent plus. Oui. Et un marchand de sommeil, moi, alors il se trouve que j'habite à Clichy-sous-Bois, la ville voisine de Montfermeil. Donc, pour moi, c'est des Thénardier des temps modernes, les marchands de sommeil. Et j'en ai eu beaucoup dans ma ville. On a lutté, ça fait plus de 15 ans dans ma ville, qu'on repère les marchands de sommeil, qu'on porte plainte. La ville se porte systématiquement partie civile contre ces gens qui vivent de la misère. Donc ils achètent des appartements, ils les louent, souvent à la chambre, à des prix extrêmement cher aux plus fragiles, et à un moment, quand on doit choisir entre vivre dans sa voiture ou vivre sous le joug d'un marchand de sommeil, malheureusement on accepte de vivre sous le joug d'un marchand de sommeil. Donc oui, il faut continuer à chasser les marchands de sommeil partout, dans les copros, mais aussi parfois dans l'habitat individuel, parce que quand on les chasse des copros, ils vont acheter un petit pavillon, le coupent en plein de petits bouts et le louent dans des conditions insupportables. Dans la loi sur les squats, on a fait rajouter un volet sur les marchands de sommeil, parce que les marchands de sommeil sont aussi les spécialistes de faire semblant d'être chez eux et de faire rentrer des gens dans des appartements qui ne leur appartiennent pas avec des faux baux. Donc non, cette lutte contre les marchands de sommeil, je la partage évidemment depuis très longtemps avec beaucoup de maires, dont le maire de Marseille. Emmanuel Macron a pour ambition de favoriser l'accession à la propriété, et pourtant les taxes foncières grimpent. Très forte hausse à Paris et également à Marseille. Cette taxe foncière, est-ce qu'on va la réformer ? Est-ce qu'on va faire en sorte qu'elle pèse moins sur les propriétaires et qu'elle pose moins de problèmes aux gens qui veulent accéder à la propriété ? Je ne crois pas qu'aujourd'hui c'est la taxe foncière qui soit un frein à l'accession à la propriété. Il y a des sujets sur l'accession à la propriété, le prêt, le coût des matériaux, le coût des fonciers, mais à un moment... Les maires ont aussi besoin de recettes, la taxe foncière en fait partie, c'est une liberté des élus de définir les taux. Aujourd'hui, je ne crois pas que ça soit ça le frein. Les communes ont besoin de continuer à gérer un certain... Donc c'est normal que cette taxe augmente régulièrement, même si ce n'est pas l'État qui décide de ça. Voilà, c'est une décision des maires. Bien sûr. Je ne peux pas dire d'un côté je fais confiance à l'intelligence des maires et d'un autre côté leur reprocher de faire leur choix. Vous êtes maire. Vous avez été maire, qu'est-ce que vous avez fait à Clichy-sous-Bois ? À Clichy, je suis maire depuis 11 ans et depuis 11 ans, je n'ai jamais augmenté les impôts. Et quand j'ai pu, je les faisais baisser parce que vous savez, les bases augmentent, notamment quand il y a de l'inflation. Et moi, je faisais baisser le taux du niveau d'augmentation des bases pour que les Clichysois, mais c'est une ville fragile et même les propriétaires à Clichy ne sont pas des gens très riches. Et mon engagement municipal, c'était de ne pas les augmenter. Mais c'est une ville qui est aussi aidée parce que fragile, il y a de la péréquation. Moi, comme ministre de la ville, je continue à dire qu'il faut de la solidarité, il faut de la solidarité intercommunale, il faut des solidarités métropolitaines là où il y en a, pour que les villes fragiles aient les capacités de mener des politiques publiques en faveur de leurs habitants sans augmenter les impôts. Vous avez évoqué la proposition de loi anti-squatter là, qui est actuellement en débat au Parlement. Les associations craignent pour les locataires pauvres. Comment vous pouvez les rassurer ? D'abord, un locataire, même en impayé de loyer, n'est pas un squatteur. Et donc, moi, ma priorité, c'est de faire que l'expulsion locative soit prévenue. Le travail que l'on mène, c'est de la prévention pour que lorsque quelqu'un se retrouve en difficulté financière, eh bien, les outils de prévention de l'expulsion locative se mettent en œuvre. Une expulsion locative, c'est toujours un échec. Donc, qu'est-ce que l'on fait avec les travailleurs sociaux, avec le Fonds de solidarité logement, le FSL, pour prévenir ces expulsions ? Après, lorsqu'il y a
un locataire indélicat qui n'est pas de bonne foi et qui ne paye pas son loyer depuis longtemps pour de mauvaises raisons, il faut aussi protéger le propriétaire. Parce que si les propriétaires ne se sentent pas protégés, on aura encore moins de logements mis à la location. Est-ce qu'il faut davantage sanctionner ces locataires ? Ça revient au sujet de tout à l'heure sur le plafonnement des loyers. Une des raisons, si les gens n'ont pas confiance dans leur capacité à avoir une recette liée à leur location, eh bien on aura encore moins d'appartements mis en location et donc ça sera encore plus pénalisant pour ceux qui ont besoin de se loger. Et pour rassurer ces propriétaires, Monsieur le Ministre, est-ce qu'il faut davantage sanctionner les locataires qui ne payent pas ? C'est un des objets de cette loi, mais je veux redire que la grande majorité des locataires payent. Et le gouvernement avait déjà mis en place, avec la garantie Visale, des outils de protection des locataires. Donc ces outils, et le président de la République l'a dit dans sa campagne, il faut les développer. La garantie Visale ou d'autres garanties doivent être développées pour que lorsqu'un propriétaire se trouve en difficulté avec son locataire, il y ait une garantie de loyer. Parce que c'est aussi ça l'intérêt d'avoir à travailler sur cette situation des locations et des locataires en impayés. C'est vraiment d'arrêter de demander des garants, des loyers trop chers. Et donc si on arrive à trouver un équilibre, ce que je souhaite, la loi est toujours en débat, je souhaite qu'elle soit équilibrée pour qu'à la fois elle protège les locataires et les propriétaires. Allez, on enchaîne. Vous avez lancé lundi, vous l'évoquiez, le Conseil national de la refondation sur le logement, qui n'était pas prévu au départ. Il sera co-présidé par la Fondation Abbé Pierre. Vous allez vous engager à retenir toutes leurs propositions ? Le CNR Logement, moi je suis quelqu'un qui, depuis toujours, aime travailler dans la co-construction. Il n'y a pas de ministre magique, comme dirait le président de la République. Et donc, Christophe Robert, à titre personnel, et Véronique Bédague ont accepté de co-animer avec moi ce Conseil national de la refondation du logement. Et je crois que c'est plus qu'un symbole. La volonté, c'est de construire l'union sacrée autour du logement, de la politique du logement, la production du logement, et que ces personnes, ces personnalités aussi différentes, qui se connaissaient, acceptent de travailler ensemble, acceptent de mettre leur intelligence, leur point de vue, qui au final n'est pas si différent que ça. L'écosystème du logement, c'est pas d'un côté les bailleurs sociaux contre les promoteurs, c'est pas d'un côté le monde du bâtiment contre les artisans, les grandes, les petites entreprises. On a tous un objectif, une étincelle peut-être, c'est de loger un maximum de Français. Parce que il y a une crise. On va pas se cacher derrière ça. Il y a une crise de l'offre, c'est difficile de construire, et aujourd'hui il y a une crise de la demande. On a du mal à acheter, on a du mal à trouver un logement à louer dans le logement social ou dans le logement privé, et c'est pas possible. Enfin, on a tous besoin d'avoir un toit sur la tête, on pense tous à ses enfants, on a tous un étudiant, on a tous quelqu'un qui est infirmière, aide-soignante, policier, qui ne trouve pas à se loger à côté de son travail, et donc il faut se prémunir de cette crise qui est déjà là, mais qu'elle ne soit pas, qu'elle passe pas de l'état de crise à bombe sociale. Et c'est l'enjeu que l'on va se donner dans ce CNR avec des groupes de travail sur le logement pour tous, redonner envie de construire, et puis accompagner la transition écologique, accompagner la transition démographique, comment on fait pour vieillir dans son logement, comment on fait pour accueillir ses enfants. C'est toutes ces questions que beaucoup de gens se posent déjà. On n'a pas attendu évidemment le CNR pour se les poser, mais peut-être avec une méthodologie différente qui va plus, comme le dit le président de la République, on a écouté, maintenant il faut entendre. Justement, vous parliez d'écouter, c'est grâce à la Fondation Abbé Pierre que la proposition inclue dans la loi de finances de supprimer 14 000 places d'hébergement d'urgence a été retirée. C'est dur de défendre ces mesures face au désormais combien ça coûte de Bercy quand on est mise du logement. Écoutez, moi j'ai dit immédiatement en arrivant au gouvernement qu'on avait besoin de préserver ces places d'hébergement d'urgence parce que la situation est difficile. D'abord, je veux le redire, grâce à l'action du gouvernement, il n'y avait jamais eu autant de places d'hébergement d'urgence. Avant, 120 000 places d'hébergement d'urgence en 2017, 150 000 au début du Covid, 200 000 à la fin du Covid. Et malheureusement, parce que la situation de ce pays, la situation internationale fait qu'il y a beaucoup de gens en situation de grande précarité. Et donc avec d'autres, et je remercie la Première ministre d'avoir entendu, on s'est rendu compte que c'était pas possible de commencer cette baisse maintenant. Mais
l'enjeu, c'est pas de laisser les gens dans l'hébergement d'urgence. C'est pour ça que le président de la République et les premiers ministres de l'époque avaient lancé un plan logement d'abord, pour sortir de la rue et aller vers un toit. Et là, on va lancer un deuxième plan logement d'abord, parce que notre objectif, c'est de sortir un maximum de ces personnes de l'hébergement d'urgence pour les accompagner vers des pensions de famille, vers des résidences sociales. Et là encore, c'est une mobilisation de tous. Je ne peux pas dire on va lancer un plan logement d'abord et ne pas trouver des lieux dans lesquels on va réaliser ces pensions de famille, on va réaliser ces résidences sociales. Et donc c'est cette dynamique de donner envie de construire qu'il faut retrouver. Presque 25 minutes d'entretien, on a encore quelques instants, on va parler notamment de la rénovation des logements. Je sais que c'est un thème qui vous tient particulièrement à cœur. Une autre question auparavant, Florent. Oui, vous parliez de crise, la crise énergétique aussi. Des associations redoutent une recrudescence d'impayés et d'expulsions cet hiver. Comment peut-on les aider ? Est-ce que le logement peut devenir une bombe sociale cet hiver ? Vous savez, le gouvernement a été très attentif et a mis un certain nombre de boucliers sur les prix de l'énergie. Des boucliers individuels. Si vous avez votre propre abonnement électrique, votre propre abonnement au gaz, vous êtes protégé par les boucliers. 15% en 2020. Avec un maximum d'augmentation. Mais sans ces boucliers, on pourrait être à 60, 70, 80% d'augmentation. Et puis, souvent, quand on habite dans de l'habitat collectif, on a des abonnements collectifs au gaz, à l'électricité. Le bouclier tarifaire ne s'applique pas. Alors, le bouclier tarifaire s'applique à 100% sur le chauffage au gaz. Il y avait un problème sur le chauffage électrique collectif, qui n'est pas la majorité, c'est quelques cas. Et donc là aussi, il y a un bouclier qui va se mettre en œuvre, pour 2022 et qui continuera en 2023. Et les appels de charges qui ont eu lieu avant seront rattrapés par des régularisations de charges. Ce sont les locataires qui font l'avance quand même, dans ce cas précis. Moi, j'ai demandé aux bailleurs sociaux et aux copros de ne pas demander la totalité parce qu'ils savent qu'ils auront ce bouclier et qu'ils seront protégés. Donc je souhaite que et les copropriétés et les bailleurs sociaux ne fassent pas des appels de charges trop importants alors qu'ils savent que ça n'a pas de sens parce que les boucliers vont rattraper ces augmentations. Allez, Monsieur le ministre, 36 millions de résidences en France, c'est ça à peu près. Une bonne partie qui sont considérées comme des passoires énergétiques. Je crois que ça correspond à peu près à 12 ou 13%, catégorie F et G. Le dispositif MaPrimeRénov' existe pour aider les propriétaires à rénover leur logement, mais beaucoup de Français le considèrent complexe. On a l'impression que c'est un peu une usine à gaz ce système. Est-ce que vous allez le simplifier ou comment est-ce que vous allez faire en sorte que ces passoires énergétiques, en fonction des délais en plus qui sont donnés, 2025, 2028, 2034, que les propriétaires arrivent à rénover leur logement en temps et en heure? D'abord, le service public France Rénov' qui a été mis en place est un bon service. C'est la première fois qu'on met ensemble d'abord ce que faisait chaque territoire individuellement et un service public national France Rénov'. MaPrimeRénov', dans sa première version, a permis de faire rentrer la volonté de faire des travaux chez soi, notamment dans l'habitat individuel, dans les têtes des Français. Et c'est très bien. 1,5 million de chantiers, c'est énorme dans cette première étape. Oui, parfois, certains ont fait un seul geste, mais c'est déjà pas mal pour la planète. Changer ses fenêtres, changer sa chaudière. Et parmi ceux-là, 80% sont des familles modestes. Juste un chiffre, alors... Excusez-moi, je vais parler de Lyon, à Marseille, mais les économies permises par ces 1,5 million de chantiers, c'est l'équivalent de la consommation électrique chaque année de la ville de Lyon. Maintenant, il faut aller plus loin. Évidemment, il faut aller plus loin parce qu'on a fait beaucoup d'habitats individuels, même si on a fait 32 000, je crois, copropriétés dans les années passées. Maintenant, c'est l'habitat collectif. Et ça, c'est plus compliqué. On en parlait tout à l'heure. Une copropriété, c'est compliqué. Parce qu'il faut déclencher des travaux. Il faut une assemblée générale, il faut un quorum, il faut voter les travaux et il faut que le reste à charge soit acceptable. Donc il faut donner tous les outils aux copropriétés, le conseiller, l'accompagnateur rénov', des architectes parfois parce que ça peut être compliqué, on peut être en zone et donc faire que le reste à charge soit le plus bas possible. Et quand il y a un reste à charge, et il y en aura toujours, c'est pour ça qu'on a mis un gros travail de discussion avec les banques pour que sur le reste à charge, il y ait un prêt à taux zéro, le PTZ, l'éco-prêt PTZ, l'éco-prêt à taux zéro, pour que le reste à charge puisse être financé avec des prêts sans taux d'intérêt et avec des démarches administratives très simples. C'est les mêmes papiers qu'on dépose
à France Rénov et à la banque, et le lien se fait sans qu'on ait à redonner des papiers dans tous les sens. Mais les associations de propriétaires sont quand même inquiètes, parce qu'on se demande si on aura, même pour rénover tous ces logements qui sont en catégorie E, c'est-à-dire quasiment 22% des logements, une grande partie des logements du parc immobilier français, pour arriver à les rénover, parce que est-ce qu'on aura assez d'artisans, tout simplement, est-ce qu'on aura assez de matériaux? C'est un énorme chantier pour toute la France jusqu'en 2034, parce qu'au-delà de cette date-là, on ne pourra plus louer son logement. Tant mieux qu'il y ait des énormes chantiers. Moi, je veux vous assurer que je vois la Fédération française du bâtiment, les artisans, la CAPEB, ils sont tous en train de se mettre en ordre de marche, parce que c'est une opportunité formidable. Cette rénovation thermique des bâtiments, c'est des chantiers, c'est de l'emploi. Dans la volonté du président de la République d'aller vers le plein emploi, cette filière va prendre toute sa place. Donc, je ne dis pas que c'est simple, bien évidemment, parce que, on l'a dit, il faut voter, il faut faire les travaux, mais d'abord, on prend personne à la gorge, on prend personne par surprise, vous le dites vous-même, il y a des étapes, 25, 28, 34, chacun connaît les étapes, on va lever les freins, mais moi je pense d'abord à ceux qui vivent dans ces passoires. D'abord et en même temps. On ne peut pas accepter de laisser des gens vivre dans l'humidité, dans le froid l'hiver, dans le chaud l'été, dans la moisissure parfois, dans la bronchiolite ou l'asthme pour les enfants, sans se dire oui, tenons ce calendrier, parce qu'il y a des gens qui habitent là, et à chaque fois qu'on fera des économies et qu'on fera des travaux, ça sera bon pour leur portefeuille, parce qu'ils auront moins de dépenses énergétiques, et ça sera bon pour la planète, parce que ça sera moins de gaz à effet de serre émis. Mais le risque n'est pas qu'il y ait des logements vacants, que les non, propriétaires fassent pas... on va mettre personne à la rue. On n'est pas dingue. Et ce qu'il faut, c'est faire ces travaux de manière le plus anticipée possible. Là où il y aura des freins, on les étudiera. Là, par exemple, il y a une mesure qui démarre au 1er janvier 2023, c'est demain. Celle-là, elle est à la reprise de bail. Donc, on n'est pas en train de se dire, parmi ces 140 000 logements de mémoire, si les travaux n'ont pas été faits, on va mettre tout le monde dehors. Ça n'aurait aucun sens. Mais bien évidemment, il faut conserver ce calendrier volontariste, parce que c'est bon pour les gens et c'est bon pour la planète. On a encore le temps pour une toute dernière question, puisqu'il est 8h58. Oui, Florent Provençal. Dès mi-décembre, la Première ministre Elisabeth Borne va présenter un projet avec un passage de l'âge à la retraite de 62 à 65 ans. Comment réagit l'ancien communiste que vous étiez ? La vie politique est longue. Vous savez... Moi, évidemment que la situation dans le monde du travail a changé. Donc, ce qu'il faut, c'est que cette réforme elle soit juste, elle tienne compte des pénibilités. Les débats sont toujours en cours avec les partenaires sociaux. Je ne sais pas, la concertation est toujours en cours. Je ne sais pas où iront ces débats. Aujourd'hui, on vit plus longtemps. On vit plus longtemps en bonne santé. Notre pays a besoin de toutes les forces de travail. Donc, il faut regarder comment les seniors, et j'en suis pas très loin, ont une capacité de continuer à investir. Et puis ceux qui ont eu des métiers pénibles tout au long de leur carrière et qui sont fragilisés, fatigués, eh bien oui, il faut les protéger et il faut leur permettre de quitter le monde de travail dans de bonnes conditions, avec une pension pleine et entière. Donc c'est tout ça qu'il faut mener en même temps. Aujourd'hui, moi je suis engagé dans l'action de ce gouvernement pour protéger les plus fragiles, pour faire vivre les quartiers populaires, et mon seul parti aujourd'hui, c'est les habitants des quartiers populaires pour lesquels je me bats tous les jours. On peut avoir été communiste et pragmatique. Oui, mais je suis fier de cette partie de ma vie, c'est mon engagement aux côtés des plus fragiles. Merci beaucoup Olivier Klein d'être venu ce matin sur le plateau de La Provence pour la grande interview. La grande interview, c'est une page demain, évidemment à retrouver dans La Provence. À très bientôt pour un prochain rendez-vous politique sur ce plateau ici en direct.